Dans cette seconde capsule vidéo consacrée à la création de GUI sous Python, nous allons continuer d'utiliser la bibliothèque Tkinter et découvrir comment créer des interactions entre nos widgets. Nous allons maintenant pouvoir gérer au mieux tous les événements d'interaction utilisateur-machine. Clic sur les boutons, clic sur une zone de l'écran, gestion des touches, etc., etc. Bref, personnaliser au mieux nos applications pour les rendre les plus ergonomiques possibles. Allez, en route pour la découverte. Cette vidéo propose de nombreux exemples de code Python. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause lorsque cela est nécessaire, puis tapez sur votre IDE Python préféré les différents codes afin de bien les assimiler. C'est en effet en codant que l'on apprend à coder. Nous allons commencer par voir tout d'abord les grands principes de la recherche textuelle à partir de l'algorithme le plus simple, la recherche naïve. Nous allons étudier les principales interactions sous Tkinter, mais avant cela, étudions ce qu'est une fonction callback. Une fonction callback est une fonction passée en argument d'une autre fonction. Lors d'un appel d'une fonction, on peut lui passer comme argument une autre fonction, mais sans aucune parenthèse ni argument. Il s'agit alors de l'appel à une fonction dite callback. Par exemple, à la ligne 20, vous voyez apparaître la fonction principale qui est appelée, et en argument, elle passe une fonction qui s'appelle fonction callback. Celle-ci pourra être différente suivant les appels. Reprenons le code précédent en détail. La première étape est l'appel à la fonction principale. Celle-ci prend un argument, le nom d'une fonction. Deuxièmement, la fonction dite principale appelle, dans son code, la fonction callback. Le paramètre de cette fonction peut être différent suivant le type de fonction. Troisièmement, la fonction appelée et passée en argument s'exécute normalement comme une fonction standard. Après exécution de la fonction callback, on retourne donc à la fonction principale comme précédemment. Le résultat de l'exécution nous montre bien que l'appel à la fonction principale appelle ensuite également la fonction callback. Nous pouvons donc changer le nom de la fonction appelée pour gérer au mieux différents textes, par exemple. Alors quel est l'intérêt des fonctions callback? À première vue, cette construction peut sembler ardue, voire inutile. Toutefois, dans le module Tkinter, les fonctions callback sont incontournables. En effet, on utilise cette construction pour lancer une fonction lors de l'interaction de l'utilisateur avec un widget. Par exemple, lorsque l'utilisateur clique sur un bouton et que l'on souhaite lancer une fonction particulière suite à ce clic. Les actions sur les boutons et en particulier le widget bouton possèdent en fait une option commande permettant l'appel à une fonction callback. Vous ne préciserez pas d'argument et vous ne positionnerez pas de parenthèse. Voyons maintenant en détail l'objectif de notre application. Nous allons réaliser une application de tracé de cercle avec 4 boutons de changement de direction de notre croix cible et un bouton pour tracer les cercles. Vous cliquez sur les boutons la cible se déplace, vous cliquez sur le bouton tracer, vous réalisez un tracé de cercle. Voyons rapidement comment fabriquer le canevas principal sur lequel nous allons tracer les cercles. Tout d'abord, il s'agit de créer une instance de tkinter.canvas associée à notre fenêtre en cours, avec des dimensions prédéfinies, un fond ivoire. Deuxièmement, ajouter le cadre à la fenêtre principale avec un point grid. Enfin, ajouter sur ce canevas 2 lignes en forme de croix permettant de former un X. Ce sont des lignes noires d'épaisseur 5 pixels. Ce sont l'objet des lignes 40 et 41. En dessous du canevas, nous allons créer en fait des boutons permettant la gestion de notre déplacement et de notre tracé. Tout d'abord, la création des boutons de direction, haut, bas, gauche, droite, permet de déplacer la croix. Ensuite, nous allons réaliser un bouton tracé. Enfin, nous allons ajouter le bouton quitter de la fenêtre associé à la commande fenêtre.destroy comme dans notre application précédente. L'ensemble de nos boutons seront positionnés grâce à la méthode grid en gérant la colonne et la ligne pour respecter l'esthétique souhaitée. Résumons la structure globale de notre fenêtre graphique.
À l'intérieur de notre fenêtre, nous avons tout d'abord le titre correspondant à un label. En dessous, nous avons positionné notre canevas Cannes. À l'intérieur du canevas, un objet associé, une croix composée en réalité de deux lignes, ligne 1 et ligne 2. Dans la zone inférieure, l'ensemble des boutons positionnés avec la méthode .grid pour pouvoir respecter cette esthétique. Regardons maintenant en détail l'interaction sur nos boutons. Nous allons commencer par le bouton de déplacement vers le haut. Tout d'abord, le bouton est défini avec son option commande, laquelle est associée à une fonction callback bouger haut. Lorsque l'on clique sur le bouton, nous appelons donc la fonction bouger haut. Ensuite, dans la fonction bouger haut, nous avons la possibilité de déplacer des objets de notre canevas avec la méthode move. Nous allons d'abord déplacer la ligne 1 puis la ligne 2 avec le positionnement de 5 pixels vers le haut. Donc on retire 5 pixels. Nous retirons 5 pixels de déplacement puisque la structure de notre repère est orientée avec Y vers le bas, l'origine étant en haut à gauche de notre canevas. Nous allons réitérer la méthode d'action sur les boutons avec nos trois autres boutons. Tout d'abord, le bouton bas, où nous allons adapter l'option commande pour l'associer à la fonction bouger bas. La fonction bouger bas va donc augmenter, suivant Y, de 5 pixels notre déplacement de croix. 5 pixels d'augmentation, puisque notre repère est orienté vers le bas, nous allons donc nous déplacer vers le bas. Deuxièmement, nous allons effectuer la même opération avec bouger gauche, mais cette fois-ci en retirant 5 pixels sur l'axe des abscisses. Donc nous allons bouger ligne 1 et ligne 2 vers la gauche. Enfin, avec notre bouton droite, nous allons adapter notre option commande en l'associant à la fonction bouger droite, et cette fois-ci augmenter de 5 pixels suivant l'axe des X notre déplacement de croix. Maintenant que nos boutons d'action de déplacement sont actifs, nous allons nous pencher sur le bouton tracer qui permet de tracer un cercle à la position de la croix. Tout d'abord, il faut adapter le bouton tracer en associant l'option commande à la fonction tracer cercle. Cette fonction tracer cercle va tout d'abord récupérer les coordonnées d'un des deux objets, des deux morceaux de la ligne. En particulier, on va prendre ligne 1. La méthode can.coord de ligne 1 permet de récupérer la liste contenant les 4 coordonnées de la ligne. D'abord le point de départ x1, y1, puis le point d'arrivée x2, y2. À partir de cette récupération, nous pouvons créer un cercle sur le canevas à l'aide de la méthode createOval en augmentant légèrement la taille du cercle par rapport à la croix de 5 pixels de chaque côté de notre croix, d'où l'intervention des -5 et +5 au niveau des coordonnées de création de notre cercle. Nous adaptons bien sûr la couleur du cercle et l'épaisseur de la ligne. Nous allons améliorer légèrement notre fonction tracer cercle en changeant la couleur de notre croix à partir du moment où nous avons cliqué pour créer un cercle. Pour cela, il suffit en fait de modifier un des paramètres de Canva avec la méthode .itemConfig. Dans cette méthode .itemConfig, nous devons préciser en réalité l'objet considéré et le paramètre à modifier. Ici, l'objet considéré est tout d'abord ligne 1 et le paramètre à modifier correspond à la couleur de la ligne. Le paramètre fill, nous le passons à blue. Nous réitérons l'opération avec un .itemConfig sur la ligne 2 en changeant également sa couleur et en la passant à bleu. Voici maintenant un petit résumé des méthodes permettant de modifier les items et en particulier les items liés à un canevas. Par exemple, nous pouvons avoir envie de supprimer un objet tracé sur le canevas avec la méthode .delete. Nous précisons en fait le nom de l'item, le nom de la ligne, le nom du cercle, etc. à supprimer. Si vous souhaitez supprimer tous les éléments du canevas, vous pouvez utiliser en fait le mot-clé all de la méthode takeInter.
Deuxièmement, donc item config avec le nom et le paramètre à modifier, ce que nous venons d'utiliser pour modifier la couleur. Il modifie le ou les paramètres spécifiés de l'item nom. Enfin, si vous souhaitez à l'inverse récupérer la valeur d'un des paramètres de notre item, vous pouvez utiliser la méthode .itemCGet avec comme paramètre le nom et le paramètre considéré. Dans l'exemple ci-dessous, vous voyez que si nous voulons tester la couleur de notre ligne 1 pour la modifier en noir lorsqu'elle est en bleu, nous pouvons effectuer un if can.itemCGet de la ligne 1, tester le paramètre fill et regarder si sa valeur est à blue. Si elle est à blue, nous pouvons utiliser cette fois-ci la méthode .itemConfig, toujours sur la ligne 1, pour passer cette couleur à noir. Nous parlons de liaison lorsque votre application définit un gestionnaire d'événements qui sera appelé lorsqu'un certain événement se produit sur un widget. Un événement est en réalité la survenue de quelque chose dans votre application. L'utilisateur appuie sur une touche, clique avec sa souris ou la déplace. Votre application peut alors réagir à ces actions de l'utilisateur. Les interactions avec la souris ou le clavier peuvent s'effectuer avec la méthode bind qui va détecter ces interactions. Bind utilisera un second argument qui correspondra à la fonction callback à appeler en cas d'événement survenu. Tkinter dispose d'une méthode générale et puissante pour vous permettre d'indiquer précisément à quel événement vos gestionnaires sont liés. En général, vous avez une séquence d'événements qui est une chaîne de caractères qui contient un ou plusieurs motifs d'événements. Le motif de l'événement sera enfermé entre des chevrons. Par exemple, si vous mentionnez entre chevrons button-1, cela correspondra à l'événement du clic du bouton 1 de votre souris. Le bouton 1 étant considéré le bouton de gauche. Les souris standards sont considérées avec 3 boutons, gauche pour 1, droite le numéro 3 et la partie centrale de la molette cliquable, le bouton numéro 2. Mettons en pratique ce que nous venons de voir avec l'action sur le clic droit de la souris sous notre canevas. Tout d'abord, nous devons définir l'attente du clic droit du bouton 3 de la souris sur le canevas can avec can.bind et préciser quel bouton et quelle fonction appeler en cas de clic. La fonction s'appellera clic-souris. Deuxièmement, lorsque vous cliquez sur le bouton de droite de votre souris, la fonction clic-souris est appelée par le gestionnaire d'événements. Celle-ci se lance et s'exécute. La fonction clic-souris permet ici de récupérer l'événement avec le paramètre event et de tracer par exemple un cercle au point du clic. Event.x permet de récupérer en fait les coordonnées du curseur de la souris au moment de l'événement. Event.y permet de récupérer cette fois-ci l'ordonnée de votre souris. Ce que nous venons de voir avec la souris est applicable également avec toutes les touches du clavier et toutes les combinaisons des touches du clavier. Par exemple, sur la touche Up, donc la flèche vers le haut, lorsque vous voulez définir l'attente de l'événement, vous faites un fend.bint puisque vous êtes sur votre fenêtre et qu'est-ce prêt pour dire l'utilisateur a pressé en fait la touche. Vous précisez après le tiret quelle est la touche. Ici, c'est la touche Up. On aurait pu préciser une lettre avec juste le nom de la lettre en majuscule et vous appelez la fonction bougéo. L'appel de la fonction bougéo par le gestionnaire d'événements va déclencher en fait l'exécution de l'ensemble de cette fonction. Tout d'abord, elle récupère l'événement event. Ici, on ne s'en servira pas et elle appliquera sur le canevas. Elle bougera la ligne 1 de -5 pixels dans le sens des ordonnées et pour la ligne 2, -5 pixels sur le sens des ordonnées. Donc, notre flèche va remonter, l'axe des Y étant orienté vers le bas. Bien sûr, Tkinter permet de combiner différents événements. Bouton-1, l'utilisateur a appuyé sur le premier bouton de la souris, celui de gauche. Si vous rajoutez le préfixe double, vous indiquez qu'un événement s'est produit 2 fois au cours d'un court laps de temps. Par exemple, double-bouton-1 indique un double clic sur le bouton gauche de la souris. De même, pour les touches du clavier, avec Key Release, l'utilisateur a relâché la touche A. Si la touche A avait été enfoncée et un événement s'était produit au moment d'enfoncer la touche, pour les déplacements, cela peut être utile en particulier dans les jeux. Si vous relâchez la touche, à ce moment-là, vous récupérez un événement particulier.
Vous pouvez enfin combiner plusieurs touches en même temps. CTRL-SHIFT et presse B permettra de détecter que l'utilisateur a appuyé simultanément sur la touche CTRL majuscule et la lettre B. Si vous voulez contrôler un événement quelconque, vous êtes sûr que tout est possible avec Tkinter. Tout est bien compris, toutes les notions sont assimilées. Vous pourrez consulter en ligne la documentation Tkinter pour connaître tous les détails des différents événements. Je vous propose maintenant de réaliser l'application complète avec le contrôle des boutons, du clic de la souris et des 4 touches de déplacement du clavier. Vous ajouterez également le changement de la couleur de la croix au moment de l'appui sur la touche Tracer. Puis à nouveau, on revient à la couleur noire si vous changez de position de votre croix, de position du tracé du cercle. Pour aller plus loin, si vous voulez, vous pouvez aussi également tracer un cercle lorsque l'utilisateur appuie par exemple sur la touche Entrée ou une touche de votre choix. C'est à vous! Nous connaissons maintenant les étapes essentielles de la gestion des événements avec Tkinter. Et maintenant que nous connaissons ces éléments, eh bien c'est à vous d'améliorer encore votre GUI. À vous maintenant de passer à la pratique et à la mise en œuvre de vos connaissances dans vos propres applications avec l'écriture de scripts en Python grâce au module Tkinter. Bon courage!